Bonsoir tout le monde. Merci de votre patience, à ceux qui étaient déjà connectés. Sans plus tarder, on va commencer. Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de la FCPQ en direct pour l'année 2020. Alors, comme on vous l'annonçait sur nos plateformes, les prochaines diffusions de la FCPQ en direct vont être essentiellement consacrées au cheminement du projet de loi 40. Sans plus tarder, je vais inviter notre président, M. Kevin Roy, à activer sa caméra et son microphone pour que je puisse lui donner la parole. Et c'est lui qui vous adressera la parole en début de cette présentation. Parfait. Bon, donc bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour ce premier FCPQ en direct depuis la période des fêtes, comme Hervé le dit. Donc aujourd'hui, le but de notre rencontre, ça va être principalement de transmettre l'info sur le projet de loi 40. Donc, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on commence par ça? C'est parce que les travaux de l'étude détaillée sur le projet de loi recommencent demain. Donc, aujourd'hui, on va principalement vous parler du cheminement du projet de loi 40, un peu de technique sur le légal du cheminement du projet de loi 40, de la position de la FCPQ, puis nos principales recommandations. Puis du cheminement, les étapes qu'on a suivies pour se rendre jusqu'à ces recommandations-là. Puis bien sûr, les prochaines étapes. Donc, ce sera quoi les prochaines étapes pour la FCPQ en lien avec le projet de loi 40, puis les prochaines étapes du projet de loi en tant que tel. Donc, je vais être accompagné de deux personnes pour la présentation de ce soir. Donc, de Maître Jean-François Rioux, secrétaire général de la Fédération, et de Corinne Payne, directrice générale. Donc, je vais laisser le micro à Jean-François pour les prochaines diapos. Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, je vais faire avec vous un peu ce qu'on avait fait pour le projet de loi sur les frais chargés aux parents. Pour ceux qui ont été en direct avec nous aussi quand on faisait nos séances hebdomadaires sur le suivi du projet de loi. Un petit tableau récapitulatif des étapes du cheminement du projet de loi 40 à l'Assemblée nationale. Je ne passerai pas cette étape-ci, chaque étape précisément, parce que la présentation comme qui est bâtie aujourd'hui, on va traiter vraiment de tous les points qui ont été faits actuellement, donc les 4 premiers. Puis on va discuter de nous, ce qu'on a fait de notre côté aussi. Donc on va vraiment prendre le temps de détailler avec vous le cheminement du projet de loi. Juste pour vous dire qu'il va y avoir 7 étapes au total, en partant du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été fait le 1er octobre, jusqu'à la fin de la sanction par le lieutenant-gouverneur, qui est comme l'étape finale qui donne vie à ce projet de loi-là. Donc, jusqu'à maintenant, 3 étapes de compléter, une en cours. Il y a le dépôt qui a été fait naturellement le 1er octobre. Il y a aussi les consultations en commission, dont nous, on a fait une présentation aussi le 5 novembre, puis l'adoption du principe qui ont été complétés. Actuellement, on est à la portion de l'étude détaillée qui est probablement la plus grosse des étapes restantes. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Corinne qui va nous détailler un peu plus qu'est-ce qui s'est passé depuis la première étape du dépôt. Merci. Alors, effectivement, tout le monde est au courant que le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre. De son dépôt, le soir même, nous avons fait une exécution en direct. On a aussi créé des outils qui étaient fournis à tous les comités de parents puis tous nos délégués, incluant la loi avant puis qu'est-ce qu'il va y avoir là après avec si le projet de loi est adopté comme tel. Les feuilles saillantes étaient aussi envoyées en dedans la première semaine. Alors, tous les articles de la loi étaient là. Puis toutes les feuilles saillantes qui touchent toutes. Aussi, nous avons fait une consultation qui c'était sur tous les articles de loi. Puis je vous rappelle qu'il y a 312 articles de loi. Il y avait 116 questions. Plusieurs de ces questions-là, c'était des questions pour vos commentaires aussi. Alors, pour laisser place si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Alors, la consultation ça a pris 3 semaines. On a laissé 3 semaines. Aussi, pendant la période de consultation, chaque soirée de la semaine, il y avait une ressource de la Fédération qui était disponible pour répondre aux questions, pour accompagner les comités de parents aux besoins, fur et à mesure qu'ils faisaient leur consultation en comité de parents.
Alors, à la fermeture de cette consultation-là, on a colligé toutes les réponses en préparation de notre conseil général en présence pour en discuter. Alors, sur ce diapo-là, vous avez des exemples des questions qui étaient posées. Puis, vous pouvez voir aussi des exemples des réponses. Alors, quand c'est tout bleu, c'est parce que tout le monde était très d'accord. Quand c'est tout rouge ou presque tout rouge, c'est parce que tout le monde était très en désaccord avec ce qui est proposé dans la loi. Puis, troisième exemple, tu vois, c'est très partagé. Alors, quand c'était quelque chose qui était vraiment en désaccord, beaucoup de rouge, on avait discuté en CG pour trouver c'était quoi les critères, puis c'était quoi les conditions gagnantes pour qu'on peut manifester ou pas sur cette question-là. Puis quand c'était très partagé aussi, c'est là qu'on a discuté en CG pour essayer de trouver le consensus. Ou si on ne trouvait pas le consensus, bien, on ne peut pas traiter les questions puis prendre une position fixe. Je vous dis, comme l'exemple qui est sur votre écran avec le vert, le bleu puis le rouge, il y a certaines questions, c'était très partagé. On a des diverses opinions. On est toujours respectueux envers des diverses opinions. Puis Kevin va vous en parler un peu plus tard sur les divergences des opinions, puis comment on a traité ça à la FCPQ. Alors, ensuite, au CG, comme je dis, nous avons traité plusieurs sujets qui étaient très partagés pour essayer d'arriver à un consensus. Puis aussi, des positions qui étaient on était vraiment contre dans le projet de loi. Notre objectif, c'était de trouver c'est quoi qui est le meilleur pour nos enfants, pour notre système d'éducation, puis pour nous comme parents engagés dans le système pour expliquer dans notre mémoire qu'est-ce qui a été primordial pour nous autres. Alors ça, c'est tout le processus qui a été fait entre le 1er octobre. Notre conseil général, c'était le 1er et 2 novembre. Alors, c'était un mois très occupé, autant pour vous, les comités de parents, que pour nous ici au bureau. Mais on a réussi de faire un travail exemplaire sur les deux bords en expliquant, puis en faisant des outils, puis la consultation. Alors, je vais retourner la balle à Jean-François. Oui, donc l'étape 2, qui est les consultations de commission, s'est déroulée du 4 au 13 novembre 2019. Dans le fond, cette étape-là, c'est le moment où que les groupes qui sont visés par le projet de loi, les groupes intéressés qui sont appelés en commission parlementaire pour aller présenter leur opinion, leurs recommandations sur le projet de loi. Nous, notre côté, la Fédération, on a été entendu le 5 novembre. Les représentants de la Fédération sont allés puis ont présenté un peu l'essence de ce que Corinne vient de présenter, dans le fond, la consultation, puis le mémoire qui en est découlé de cette consultation-là. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour les groupes d'aller présenter leurs recommandations, puis d'échanger avec le gouvernement, puis les partis d'opposition pour proposer des éventuels amendements à ce projet de loi-là. J'ai quelques petites statistiques pour imager cette étape-là. J'ai dit que c'était du 4 au 13 novembre, mais plus particulièrement, c'est 7 jours de consultation particulière au niveau du projet de loi 40, ce qui équivaut à 32 heures et 15 minutes de travail. Puis dans ces 32 heures-là, on était capable de dénombrer de 35 du temps de parole était réservé aux élus scolaires, tandis que 7 du temps de parole était réservé aux parents. Donc, voici des petites statistiques. Puis, pour votre plaisir, je vais en avoir aussi aux prochaines étapes tantôt, mais on regarde ça plus tard. Kevin. Oui. Juste avant de passer en tant que tel aux recommandations, là, je vais vous présenter, je vais attirer votre attention sur ce que vous voyez sur les diapos présentement à l'écran. C'est ce qu'on appelle nos arbres de Noël. Pour ceux qui les ont, qui ont jamais pu constater, en fait, c'est le fruit, le résultat de notre travail, de nos sondages de consultation qu'on a menés vers tous nos comités de parents. Les comités de parents ont pu répondre. Donc, en haut, ce que vous voyez, c'est les questions qu'on a posées à nos comités de parents membres. Puis, chacune des lignes de ces documents-là, c'est les réponses qui ont été obtenues de la part du comité de parents. Donc, vous voyez, chacune des lignes, c'est un comité de parents qui nous ont envoyé leurs réponses. Donc, vous voyez, pour certaines questions, beaucoup, par exemple, la colonne est verte au complet. Il y a même certaines questions que 100 des comités de parents étaient d'accord, étaient favorables avec ce changement-là.
Puis il y a certains autres aussi qui étaient tout en rouge, ça veut dire qu'on était défavorables, ou certaines qui étaient mélangées. Donc, je pense qu'on voit là, sur la page qu'on voit présentement, c'est assez mélangé. Donc, on est conscient, là, Corinne tantôt parlait des divergences d'opinion, donc on est conscient à la Fédération que ce n'est pas tout le monde qui a le même point de vue sur chacun des éléments du projet de loi. Comment on a traité ces divergences-là? Donc, quand c'était majoritairement favorable ou majoritairement défavorable, suite à nos sondages de consultation, c'est assez simple. Hein? Ça allait directement dans notre mémoire avec tous les commentaires qui étaient pris en compte. Quand c'était partagé, on en discutait en conseil général. Donc, c'est là qu'on a pris nos positions finales quand c'est partagé. Puis, c'est sûr quand c'est partagé, on essaie de mettre de l'avant des propositions pour que ça soit le plus acceptable par les parents. Donc, on propose des modifications aux parlementaires pour que ces recommandations-là, pour que ces changements-là soient plus acceptables selon les parents. Donc, comment on est arrivé à nos propositions? Comment on s'est bâti ça, ces propositions-là, pour le mémoire de la Fédération? Donc, ce n'est pas moi tout seul dans mon bureau ou l'équipe de la Fédération. Donc, comme Corinne l'a dit, on s'est vraiment basé sur nos consultations qu'on a faites, sur les positions historiques aussi, puis sur notre conseil général. Donc, c'est les positions des parents. C'est vraiment les positions suite à nos consultations. Donc, pour les recommandations dans le mémoire, on s'est vraiment basé, on s'est focusé sur les recommandations qui touchaient principalement les parents. On l'a dit tantôt, c'est un gros projet de loi. Il y a beaucoup d'articles dans ce projet de loi, beaucoup de changements. Donc, on s'est vraiment focusé. On s'est arrêté à 30 recommandations. C'est quand même beaucoup. Donc, 28 recommandations, dont 2 exigences que je devrais dire. Donc, à la fameuse question, est-ce qu'on est pour le projet de loi ou on est contre le projet de loi à la Fédération des comités de parents? Bien, on n'est pas pour, on n'est pas contre. C'est ça la bonne réponse. Puis, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est apporter des recommandations pour améliorer ce projet de loi-là. Donc, les recommandations qui sont basées principalement sur vos positions, sur ce qu'on est allé chercher quand on a consulté les parents. Donc, je vais essayer de passer sur nos principales recommandations qu'on a fait aux parlementaires. Puis, bien sûr, il y a des choses dans le projet de loi qui n'apparaissent pas dans les recommandations, mais parfois, c'est parce qu'on est assez d'accord avec ces modifications. Je vais juste vous en donner quelques-unes comme exemple. Le fait que ce soit le conseil d'établissement qui adopte au lieu d'approuver le plan de lutte contre l'intimidation. Donc, ça, on était assez favorable là-dessus. Ou l'obligation des conseils d'établissement d'aller consulter les élèves de chacune de leur école une fois par année. Donc, ça, on était favorable à ça. Donc, ça n'a pas fait l'effet de recommandations pour nous. Donc, j'y vais avec ce que vous voyez à l'écran. Donc, le premier bloc de nos recommandations touchait principalement les conseils d'établissement. Donc, on sait que la composition des conseils d'établissement est appelée à changer si le projet de loi est accepté tel quel, il est adopté tel quel. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que les conseils d'établissement restent flexibles pour s'assurer que les petites écoles ou que les milieux puissent avoir des conseils d'établissement flexibles. Là, je pense aux plus petites écoles, donc entre autres aux écoles à moins de 60 élèves. Puis bien sûr que la parité soit maintenue dans les conseils d'établissement, donc la parité entre les parents, puis les autres groupes qui sont représentés au conseil d'établissement. Une autre recommandation qu'on a, c'est que le projet de loi vient obliger, en fait, la remise des documents utiles pour les conseils d'établissement. Il faut qu'ils soient remis au moins 2 jours à l'avance. Donc, nous, on pense que ça devrait plus 5 jours à l'avance qu'ils soient remis, ces documents-là. Donc, c'est une de nos recommandations. Donc, notre troisième recommandation qui est de remettre les documents au moins 5 jours à l'avance pour la tenue des conseils d'établissement. Sinon, on a une recommandation au niveau des conseils d'établissement encore, donc pour l'adoption au lieu de l'approbation de certains éléments. Donc, vous les avez listés sur la liste des recommandations. Donc, entre autres, la première, là, les contributions financières exigées pour les projets pédagogiques particuliers. Donc, ça devrait faire l'effet d'une adoption au lieu d'une approbation dans les conseils d'établissement. Donc, il y a aussi un élément qui vient changer, en fait, c'est que le conseil d'établissement va pouvoir donner son avis à la direction sur tout sujet propre à assurer une bonne marche de l'école. La direction va devoir aussi rendre des comptes si la recommandation n'est pas suivie. Donc, mais cet avis-là, il va falloir qu'elle obtienne le vote du 2 tiers
membres du conseil d'établissement, nous, on recommande en fait que, comme toutes les autres propositions du conseil d'établissement, les autres résolutions, que ça soit à majorité, donc 50+1 pour ça. Au niveau de la valorisation de l'école publique, à la FCPQ, on pense qu'au lieu que ce soit une obligation, en fait, du conseil d'établissement, on juge que ce serait plus opportun que ce soit les centres de services scolaires, que ce soit une obligation de centre de services scolaires de faire la valorisation de l'école publique et du ministère, bien sûr, là-dedans. Donc, c'est le bloc sur les conseils d'établissement. Donc, le deuxième bloc de recommandations touche principalement les centres de services scolaires, puis les futurs CA. Donc, la numéro 7, là, si vous suivez à l'écran, donc la recommandation concerne la mission du centre de service, scolaire. Donc, la mission est appelée à changer. Nous, la FCPQ, dont les recommandations des parents qu'on a sondées, c'est que la mission, en fait, de l'école, du centre de service, conserve là, le petit bout, le libellé, qui dit que le centre de service scolaire qui est en lien, en fait, avec la contribution au développement social, économique et culturel de sa région. Donc, ça devrait rester dans la mission des centres de services scolaires. Là, j'arrive à notre première exigence. Tantôt, je vous ai dit, on a 28 recommandations et 2 exigences. Donc, la première exigence qui est importante pour nous. Donc, j'y arrive. La première recommandation présentement, c'est le maintien du lien entre le comité HDAA et le futur CA, donc la future instance de gouvernance des centres de services scolaires. Donc, présentement, c'est un acquis qu'on a pour les parents. Donc, il y a un représentant du comité HDA au CA. Donc, on veut garder cet acquis-là. Donc, pour nous, c'est une exigence. On ne doit pas perdre ce lien-là. J'en arrive à notre recommandation numéro 10, donc 5 jours encore. Donc, je vous en ai parlé pour les conseils d'établissement. Donc, on demande que les documents soient remis 5 jours en avance et non 2 comme c'est prévu dans le projet de loi. Donc, je pense que 5 jours, c'est le minimum pour pouvoir bien prendre connaissance des documents qui sont utiles à la prise de décision dans le futur CA des centres de services scolaires. Sinon, si je continue, donc dans notre recommandation 12, donc on recommande que les représentants des parents au conseil d'administration, ils doivent conserver leur siège au conseil d'établissement ou au comité de parents. Ils siégeaient déjà à cette instance-là avant. Donc le lien, il doit rester. Ainsi, le parent est élu au CA, donc il doit rester quand même continuer à siéger sur son conseil d'établissement ou sur son comité de parents. Si je vais à la recommandation 15, notre 15e recommandation, donc la représentation parentale au niveau du nouveau comité d'engagement pour la réussite des élèves. On sait que le projet de loi vient introduire un nouveau comité, le comité d'engagement pour la réussite des élèves. Donc, la principale responsabilité de ce comité-là va être en lien avec le PEVR. Donc, nous, on veut qu'il y ait une forme de représentation parentale sur ce comité-là, qui est présentement composé majoritairement d'enseignants, qui sera composé d'enseignants. Au niveau du directeur du scrutin lors des élections pour les membres des conseils d'administration, présentement, le projet de loi prévoit que ce soit la direction générale qui assume cette fonction-là. Nous, on préconiserait plutôt que ce soit le secrétaire général de la commission scolaire qui occupe ces fonctions-là. Au niveau du porte-parole du centre de services scolaires, le projet de loi prévoit que ce soit la direction générale qui soit le porte-parole. Nous, les parents, on préconise plus que ce soit une responsabilité conjointe, donc autant le conjointe avec le président du conseil d'administration. Donc, la responsabilité de porte-parole devrait être faite avec la direction générale et le président du conseil d'administration de façon conjointe. Recommandation 18, qui n'est pas un élément direct du projet de loi 40, mais c'est une position historique de la Fédération. Puis à chaque fois qu'on peut la rappeler, on prend l'occasion de la rappeler, de la remettre de l'avant.
Donc, c'est de régler rapidement la question du protecteur de l'élève. On sait que le protecteur du citoyen a fait des recommandations en lien avec le protecteur de l'élève. Donc, on aimerait que ces recommandations-là soient tenues pour compte, en fait, qu'ils soient appliquées, qu'ils soient mis de l'avant. Donc, pour régler enfin, une fois pour toutes, le protecteur de l'élève. Le prochain bloc de recommandations, donc 19 à 22, je crois, concerne le comité de parents en tant que tel. Donc, la recommandation, je vais m'arrêter à la recommandation 20. En fait, présentement, dans la loi, c'est indiqué qu'un des rôles du comité de parents, c'est de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement de la commission scolaire. Avec le projet de loi 40, cette fonction-là est enlevée du comité de parents. Moi, j'ai aucun doute que les comités de parents vont quand même donner leur avis. On n'a pas besoin de la permission. Les comités de parents, je ne pense pas qu'ils aient besoin de la permission de personne pour donner leur avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement. Cependant, on aimerait qu'il reste dans la loi. Ça assure une certaine légitimité quand un comité de parents donne son avis sur un sujet pour assurer le meilleur fonctionnement. Au niveau des consultations, on sait que le comité de parents, dans ses fonctions, il est consulté sur plusieurs sujets. Donc, certaines consultations sont retirées du comité de parents. Donc, on aimerait qu'ils soient maintenus. Donc, par exemple, la troisième que vous voyez dans la liste, donc les activités de formation destinées aux parents. Présentement, on est consulté là-dessus en comité de parents. Donc, c'est retiré avec le projet de loi 40. Donc, si une formation nous est destinée, on pense que ce serait une bonne idée de consulter le comité de parents sur ces formations-là. J'en arrive au point 22. Donc, c'est notre deuxième exigence. Donc, vous en avez parlé deux. La première en lien avec le comité HDAA. La deuxième, qui est le lien entre le comité de parents et le CA. Donc, ça aussi, c'est non négociable. On doit absolument conserver ce lien-là. Donc, nous, ce qu'on demande dans nos… non, en fait, c'est pas qu'on demande, c'est ce qu'on exige, c'est qu'il y ait au moins 4 parents du comité de parents qui soient nommés sur le conseil d'administration. Donc, ça va assurer le lien entre le comité de parents, entre les prises de position du comité de parents puis le futur conseil d'administration. En plus, on pense que ça va assurer une certaine représentation régionale. On sait que les comités de parents, présentement, le projet de loi prévoit qu'il y a 8 parents sur le CA, dont, par exemple, 3 du secondaire, 4 du primaire. Donc, ça pourrait arriver avec ce projet de loi-là qu'il y ait, par exemple, 4 parents qui proviennent de la même école qui siègent sur le CA. Donc, nous, avec cette exigence-là, on se permet, en fait, de s'assurer qu'il y a une certaine représentation du territoire. Puis les parents qui proviennent du comité de parents, ils ont une vue d'ensemble du territoire de la commission scolaire ou du centre de service. Donc, en comité de parents, chaque école est représentée. Donc, on a l'opinion générale là, des parents au niveau de l'entièreté du territoire de la commission scolaire. Donc, on pense que si qu'il y a au moins 4 représentants des parents au comité de parents, on va pouvoir s'assurer qu'il y a une certaine représentation de l'ensemble du territoire au niveau du conseil d'administration. Le prochain bloc de recommandations concerne le pouvoir, entre autres les pouvoirs du ministre. Donc, le ministre, on sait, il s'octroie un certain pouvoir avec ce projet de loi-là. Il y en a 2 dont on fait des recommandations, 2 principales, on fait des recommandations au niveau de la FCPQ. La première concerne le partage des ressources. Donc, avec le projet de loi, le ministre va pouvoir demander aux centres de services scolaires qui partagent certaines ressources entre elles. Nous, on demande que ce soit un pouvoir de recommandation, ce partage de ressources-là, et non une obligation pour les centres de services scolaires. Un peu la même chose au niveau de l'abolition d'un centre de services scolaires ou on peut parler de fusion probablement de centres de services scolaires. Nous, ce qu'on demande, c'est que s'il y a une modification en fait de territoire, que ça soit fait uniquement à la demande du centre de services scolaire ou à la demande d'une majorité des parents ou des électeurs de ce centre de services-là. Donc, ça ne devrait pas devenir directement du ministre, donc ça devrait provenir, cette demande-là devrait provenir du centre de services scolaires en tant que tel. Puis bien sûr, il devrait avoir aussi une consultation suite au déclenchement d'un processus comme ça, il devrait avoir une consultation auprès des personnes concernées. Au niveau des mesures transitoires, si ce projet de loi-là est accepté tel quel, donc
La fin du mandat des commissaires actuels est prévue pour le 29 février. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est que le mandat se termine plutôt au 30 juin pour ne pas laisser une période tampon, une période transitoire à laquelle tous les pouvoirs les pouvoirs en fait, du conseil d'administration sont délégués à la direction générale. Donc, les personnes en place, les commissaires qui sont présentement en place, ils devraient rester en place jusqu'au 30 juin. On recommande aussi qu'il y ait un mécanisme de résolution des différends au sein des instances. C'est souvent des questions qui aboutissent à notre service conseil à la fédération. Donc, il y a des difficultés, des problèmes, des mésententes qui se produisent, par exemple, dans un conseil d'établissement. Il n'y a pas de processus pour régler ces mésententes-là. Il n'y a pas de police des conseils d'établissement. Donc, nous, on demande avec ce projet de loi-là qu'il y ait un mécanisme qui soit mis en place pour régler ces conflits-là qui peuvent arriver ou les différences d'opinion au sein des instances. On demande aussi que le mandat des membres actuels des conseils d'établissement se poursuive jusqu'à la fin de leur échéance normale. Donc, c'est prévu que le mandat des membres des conseils d'établissement se termine au courant de l'été. Nous, on demande que le mandat se poursuive jusqu'à l'élection des prochains représentants. Le dernier bloc, donc, je vais m'arrêter à la recommandation 29 sur les formations communes. Ça aussi, c'est une demande historique, une demande de longue date de la FCPQ, qu'il y ait des formations communes et obligatoires à tous les membres des conseils d'établissement, puis à tous les membres des conseils d'administration. On est convaincus qu'avec ces formations-là, communes obligatoires, tous les membres vont savoir leurs responsabilités, leurs obligations, puis vont pouvoir travailler une réelle collaboration entre chacun des membres, entre chacun des acteurs. Si tout le monde connaissent bien puis savent bien leur rôle, puis agissent avec leur rôle, leurs compétences qu'ils ont chacun de ces membres, chacun des membres des conseils d'établissement ou des conseils d'administration. Ça fait le tour des principales recommandations. C'est sûr qu'on n'est pas revenu sur tous les éléments de changement, tous les éléments qui vont changer avec le projet de loi 40. On s'est arrêté sur les principales recommandations de la FCPQ. Ces recommandations-là touchent surtout les parents. Il y en a d'autres changements qui sont en lien avec que ce projet de loi-là va apporter. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous réfère aux documents que Corinne a présentés un peu plus tôt, donc aux documents qui sont disponibles sur notre site Web. Donc, entre autres, les faits saillants. En fait, il y a un 4 pages de résumé sur les principaux changements qui seront apportés si le projet de loi il est adopté tel quel. Donc, j'en ai parlé à nos exigences qui sont non négociables. Donc, le lien entre le comité EAGAA et le futur CA, le lien entre le comité de parents et le futur CA aussi. Il faut que le lien soit là, mais il faut que le lien continue d'être là après que les parents, si par exemple un parent du comité de parents est élu au conseil d'administration, mais il faut qu'il demeure membre de son comité de parents par la suite. On sait qu'un ancien projet de loi, si ma mémoire est bonne, le 86, ce lien-là, les parents provenaient du comité de parents, mais après, ils siégeaient plus au comité de parents, mais là, il faut qu'ils restent membres de leur comité de parents, en plus de siéger au conseil d'administration. Toutes ces recommandations-là, notre mémoire qu'on a présentée en commission parlementaire, on l'a présenté aussi à nos partenaires, quand on rencontre les enseignants, les syndicats, les directions d'école, les commissions scolaires, les directions générales. C'est des recommandations qu'on partage avec eux, qu'on met de l'avant. On les partage aussi aux différents partis politiques. La FCPQ, c'est une organisation apolitique. Donc, on a fait le tour. Dans les 2 derniers mois, on a rencontré les 4 principaux partis politiques. En fait, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Autant le Parti libéral, on a rencontré le ministre, on a rencontré Mme Labrie de Québec solidaire, Mme Yvon du Parti québécois. Donc, à chaque fois qu'on les rencontre, on met de l'avant nos exigences puis nos recommandations. Donc, on leur explique pourquoi on en est venu là à ces exigences-là. On explique pourquoi ces recommandations-là seraient bonnes pour le projet de loi. Donc, ceci étant dit, j'aimerais vous laisser mon petit bout sur une vidéo, un témoignage clé, en fait, qui est en lien avec une de nos exigences, donc c'est le lien entre le comité HDA
et le comité de parents. C'est l'intervention de Mme Annie Gaudreault, qui est membre de notre exécutif à la Fédération pendant les commissions parlementaires. Il est essentiel qu'au moins un représentant du comité EHDA soit au conseil d'administration, parce que les parents comme moi doivent être représentés dans les instances décisionnelles. Quand la vie m'a donné un enfant avec des besoins différents, après l'effondrement initial, je me suis relevée. J'ai foncé dans le tas. Pour lui, pour son frère, puis ensuite pour tous les enfants à besoins particuliers du Québec. Petit train va loin, je suis devant vous aujourd'hui pour parler au nom des parents du Québec avec mon chapeau de mère d'enfants HDA, pour mes enfants, puis pour les vôtres aussi. Les parents d'enfants avec des besoins particuliers ont leur mot à dire. HDA, c'est pas juste TDAH. HDA, c'est Juliette qui souffre d'anxiété invalidante. C'est Daphné qui est gavée. C'est Thomas qui a de la difficulté à lire. C'est Jérémy qui est handicapé lourd. Puis c'est Mathias qui est autiste. C'est pour tous ces parents d'enfants à besoins particuliers que je suis ici aujourd'hui. Si ce lien entre le comité HDA et le conseil d'administration est perdu, le danger est qu'il n'y ait plus de parents qui connaissent la réalité de ces enfants sur les instances décisionnelles. C'est unanime et non négociable. Un petit mot rapide sur l'étape numéro 3, qui est l'adoption du principe par l'Assemblée nationale. Cette étape-là se veut un peu l'étape tampon entre les consultations particulières en commission parlementaire, puis l'étude détaillée qui se fait aussi en commission parlementaire. Dans le fond, cette étape-là, c'est les parlementaires qui débattent sur l'énoncé de principe du projet de loi. Pour certains projets de loi, ça se fait super rapidement, les débats rapides en chambre, puis c'est adopté. Pour d'autres, c'est un peu plus long. Puis quand je dis que c'est un peu plus long, les statistiques pour cette étape-là, ça a été, juste pour l'adoption du principe du projet de loi numéro 40, ça a été 5 jours de débat. 5 jours de débat qui comprennent 43 interventions de députés, plus une motion de report, puis que finalement, après 5 jours de délibération, de débat et d'intervention de députés, le principe a été adopté à 66 pour et 44 contre. Donc, voilà ce qui s'est passé pour l'adoption du principe. Maintenant, je vais laisser Corinne un peu discuter de ce qui s'est passé entre les consultations particulières puis l'étude détaillée en commission. Excellent, merci. Alors, la prochaine chose qu'on va vous parler, c'est vraiment nos communiqués. Alors, depuis le 1er octobre, on a fait plusieurs communiqués, puis c'est important qu'on vous partage ça parce que quand la Fédération envoie un communiqué, c'est parler au nom des parents à toute la population. Puis, on prend ça très au sérieux. Comme Kevin a dit, on est une organisation apolitique. Alors, il faut vraiment trouver la ligne entre tous les partis politiques, puis tous les pour, puis tous les contre. Puis comme on a dit plus tôt, on n'est pas pour, on n'est pas contre. Notre objectif, c'est d'avoir la meilleure loi possible, puis d'avoir le meilleur réseau d'éducation possible pour nos enfants dans ce beau monde du Québec. Alors, on présente les communiqués, puis on va vous donner un petit survol de qu'est-ce que nous, on a dit, à part de notre mémoire, à part des outils, depuis le 1er octobre. Alors, le premier communiqué qui est sorti, c'était le 1er octobre. Puis, principalement, je ne vais pas vous lire tous les communiqués, là, je vous sauve ça un lundi soir avec mon bel petit accent, là. Mais le titre de cette communiqué-là, c'était « Projet de loi portant sur le gouvernement scolaire ». L'FCPU a accueilli le dépôt de le projet de loi et il a demande pour avoir la meilleure chose pour la réussite pour nos jeunes, puis aussi d'être capable de faire son consultation sereine puis sans pression dans les milieux. Alors, pendant tout le mois d'octobre, comme on a déjà partagé, on a travaillé. Le 25 octobre, nous avons fait un autre communiqué quand on a eu des invitations. Puis ici, vraiment, on a noté le déséquilibre à la commission parlementaire sur le projet de loi 40. Comme Jean-François a dit plus tôt, 35 % de le temps en commission parlementaire était pour des présidents puis des élus, puis 7 % était pour les parents. Pourtant, les parents sont aussi touchés par ce projet de loi-là que
des présidents des commissions scolaires, mais le temps n'était pas équivalent pour la présentation. Nous, la Fédération, nous avons fait des demandes que nous, on présente. On a aussi fourni une liste des comités de parents qui étaient prêts à présenter. Le seul comité de parents qui était retenu, c'était le CSDM, on a souhaité, puis on a remercié quand même qu'on a le CP de CSDM qui a présenté. Par la suite, le 5 novembre, excuse-moi, la journée de notre présentation en commission parlementaire, on a parlé d'une réelle collaboration était possible si les exigences des parents étaient adoptées. Alors, on a vraiment souligné l'importance, puis Kevin a déjà très bien présenté nos exigences. On a parlé de ces exigences-là, puis si ces exigences-là sont adoptées, on peut avoir une réelle collaboration, puis un projet de loi qui est à la hauteur ou proche de la hauteur de nos attentes. C'est sûr qu'il y en a 28 d'autres recommandations, mais ces exigences-là, on a présenté en commission parlementaire, puis dans notre communiqué, comme des non négociables. Puis, je vais vous dire, comme Kevin a dit, tous les partis politiques sont au courant qu'ils sont non négociables. Par la suite, on a fait un communiqué une lettre ouverte le 29 novembre. Après toutes les présentations en commission parlementaire, on a constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit les mêmes choses. Un représentant, puis ils voulaient les mêmes choses par ce projet de loi-là. Une représentation adéquate au sein des instances de gouvernance. On a offert c'était quoi notre point de vue puis nos solutions là-dessus. L'amélioration des façons de faire dans les instances. Alors, tout le monde a constaté qu'il faut améliorer, que le statu quo n'était pas acceptable, qu'il faut changer des choses. Un réel travail de collaboration. Alors, c'est ça qui a été annoncé par tout le monde qui a passé. Puis aussi, la réussite scolaire soit priorisée. Puis, bien sûr, on a mentionné, parce qu'à travers les périodes de consultation puis les passages en commission parlementaire, les parents étaient mis dans un contexte qui n'était pas disponible ni capable de faire le job de siéger sur un conseil d'administration. Présentement, il y en a quand même 3 ou 4 comme ça parents qui font le rôle déjà. Alors, on a partagé ces constats-là. C'est très intéressant si vous avez un petit 5 minutes d'aller lire la lettre au complet, parce que, comme je dis, je vous sauve à la lecture complète. Puis le 3 décembre, en regardant l'avancement avec l'étude détaillée, on a fait une communiqué pour rappeler les parlementaires de bien faire des choses, de faire leur travail comme il faut. Voilà. Puis, cet après-midi, il y a une 6e communiqué qui est sorti, pas dans la diapo, mais une 6e communiqué qui est sorti, qui dit vraiment que l'étude détaillée recommence demain. Les parents seront à l'écoute. On souligne encore nos exigences qui sont incontournables, non négociables. Aussi, on parle de la formation, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Alors, une des choses que le projet de loi 40 propose, c'est vraiment la formation obligatoire commune pour tout le monde. Puis ça, en sachant c'est quoi le rôle, c'est quoi qui est dans la loi, puis comment fonctionner en comité comme il faut, je pense qu'on va avoir un réel pouvoir. Puis bien sûr, on est à l'écoute, puis on invite tout le monde de suivre nos FCQ en direct pour les prochaines semaines. Alors, voilà, je vais repasser la balle à Jean-François. On est presque fini! Oui! 4e étape, l'étude détaillée, étape qui est en cours actuellement depuis le 28 novembre 2019. Il y a eu une pause pendant le temps des fêtes. Cette étape-là, c'est l'étape où chaque article dans le projet de loi va être étudié par les parlementaires en commission pour proposer des amendements, des améliorations pour arriver en bout de ligne à un projet de loi qui va avoir un caractère final en fonction des améliorations qui ont été proposées lors des consultations particulières par les différents groupes, puis aussi avec les discussions que les gens puis les discussions peuvent avoir à l'interne aussi. D'entrée de jeu, tu disais que c'était probablement l'étape la plus charnue de tout le processus, parce que si on dit que c'est l'étude détaillée article par article, ça veut dire qu'il va y avoir 312 articles à être étudiés. Donc, c'est sûr qu'on envisage beaucoup de travail à cette étape-là, puis c'est pour ça que ça va recommencer déjà demain, même si la session de l'Assemblée nationale n'est pas commencée, mais demain, ils vont commencer à travailler sur le projet de loi et les articles.
Actuellement, c'est 6 jours d'études qui ont été faits depuis le 28 novembre sur le projet de loi, ce qui donne à peu près 31 heures. Juste en comparaison, pour les études détaillées des autres projets de loi de l'Assemblée nationale, il y a une moyenne de 22 heures de travail pour les projets de loi. Déjà là, avec les projets de loi 40, ils sont rendus à 31 heures. Puis les articles qui ont été adoptés se comptent sur les doigts d'une main. Même, un article. Qui se compte sur un doigt d'une main. Donc, 31 heures, un article, c'est sûr que c'est un article assez important au niveau de l'article 1 avec un enjeu sur le choix de l'école par le parent. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de discussions à avoir sur cet article-là, mais il va y avoir des articles qui vont être plus rapides. Là. Ce ne sera pas 31 heures par article. Parce que sinon, je pense que Corinne a fait des calculs, c'était 6 ans que ça allait prendre. Mais on n'est pas là. Il va y avoir des articles qui vont être plus rapides, d'autres qui vont nécessiter plus de discussion. Mais de la façon que ça va travailler, ça ne sera pas chaque article à la suite de l'autre qui va être étudié, mais les articles vont être regroupés par thème. Par exemple, un thème, ça va être la mission de la commission du centre de service. L'autre thème va être la composition, par exemple, des conseils d'administration. Vraiment, le travail va être réalisé par thème pour que vraiment chaque heure qui va suivre le travail soit sur un sujet au lieu de tout le temps revenir à un sujet, retourner à l'autre. De cette façon-là que ça va fonctionner. Il y a beaucoup de travail qui s'en vient. On a bien hâte de voir comment ça va se développer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc voilà, c'était pour la 4e étape en cours. Puis il va rester par la suite les étapes plus de formalité avant d'avoir un projet de loi final qui va être un rapport de la commission qui va être déposé puis pris en considération à l'Assemblée nationale. Il va y avoir l'adoption en tant que telle par l'Assemblée nationale, puis finalement la sanction par le lieutenant-gouverneur du projet de loi qui va donner vie à cette loi-là. Mais avant d'arriver à ces étapes-là, il va falloir compléter l'étude détaillée. Puis, on sait qu'il n'y a jamais d'échéancier de prévu d'avance pour ça. On va voir comment que ça se déroule. Donc, une petite conclusion rapide là, pour la fin. Je vous ai présenté nos recommandations et nos exigences. Hein, je le répète, ces recommandations-là, ces exigences-là sont celles qui touchent principalement les parents. On n'a pas fait ça tout seul dans notre bureau. On a consulté nos membres, nos communautés de parents. Donc, c'est le résultat de ces consultations-là qui se retrouvent à l'intérieur de nos recommandations. Je vais le répéter encore une autre fois. On n'est pas pour le projet de loi. On n'est pas contre le projet de loi. Nous, on propose des recommandations. On propose des améliorations à ce projet de loi-là. Bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, on a des divergences, hein, on sait, puis même à l'intérieur de chacun des comités de parents, c'est pas toutes les comités de parents qui sont d'accord sur un changement ou l'autre. On s'est concentré sur ce qui faisait plus consensus au niveau des exigences, au niveau de nos recommandations. Puis on est ouvert hein, aux divergences. On sait qu'il y a des divergences. C'est à ça qui servent nos conseils généraux, c'est à ça qui servent nos consultations. Je vais vous inviter aussi à nous suivre durant les prochaines semaines à nos FCPQ en direct. Jean-François l'a parlé. On est présentement à l'étape de l'étude détaillée article par article. Donc, il y a un article qui a été adopté. Puis, il y a eu des changements à l'article qui a été adopté. Donc, dans les prochaines semaines, on va explorer les thèmes qui sont à l'étude durant la semaine en cours. Donc, puis on va pouvoir vous expliquer les principales modifications qu'il y a eu au projet de loi tel qu'il est déposé, si bien sûr il y en a. Puis, on va pouvoir faire le lien avec nos exigences puis nos recommandations qu'on a faites, s'ils ont été retenues, s'ils ont été acceptées. D'ici là, nous, c'est sûr qu'on reste en contact avec nos membres, nos comités de parents. On est ouvert aux commentaires, on est ouvert à vos suggestions, vos discussions, mais on reste aussi en contact avec nos partenaires puis avec les parlementaires. Hein, en études détaillées, donc on parle, on échange avec les parlementaires pour leur rappeler nos principales recommandations et nos exigences. D'ici là, notre ligne info, notre ligne service conseil à la FCPQ est toujours ouverte. Donc, vous pouvez nous trouver facilement sur le web. Donc, allez voir si vous avez des questions, des commentaires ou des questions techniques au niveau de des instances de participation auxquelles vous assistez. Donc, n'hésitez pas à nous appeler à la Fédération. On est là pour ça.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre temps, d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous regarder. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Alors, merci à tout le monde qui a été présent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme le disait Kevin. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde.